avec nous aujourd'hui pour ce webinaire Parlant Territoire, organisé par OTED. Alors, je commencerai par présenter OTED, qui est une initiative citoyenne créée en 2016 et portée par des volontaires qui veulent construire des partenariats multi-acteurs dans les territoires et mettre en place des laboratoires d'innovation. Je vous invite à aller sur la page LinkedIn de notre réseau pour avoir plus de détails sur nos activités et n'oubliez pas de liker, de partager. Je précise également que le débat est transmis sur notre chaîne YouTube en live et que vous avez tous les liens dans le chat. Je vais donc maintenant présenter notre sujet. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème d'actualité qui se construit chaque jour sur le terrain. Le jouet collectif dans les territoires, terme amplement sportif, qualifiant des dynamiques qui se créent et qui créent à travers leur interaction une alliance ou un contrat innovant afin de répondre à une problématique territoriale. Alors, comme vous savez, les territoires se trouvent au centre de toutes les transitions écologiques, digitales, politiques, encore plus en ces temps de pandémie. Les problématiques sont de plus en complexes, elles sont interdépendantes, chômage, éducation, climat, biodiversité, migration. J'ajouterai aussi les questions liées au genre, aux minorités, aux jeunes. Et face à ces problématiques complexes, eh bien, chaque territoire est construit autour de points forts. Chaque territoire a ses propres fragilités. Il a des marqueurs qui le différencient des autres. Alors, c'est des marqueurs qui peuvent être autour d'une ressource naturelle, une langue parlée dominante. Ça peut être une prédisposition à l'entrepreneuriat chez la population de ce territoire, comme ça peut être une problématique spécifique de changement climatique qui doit donc être prise en compte dans toutes les politiques publiques dans ce territoire. Et là, les exemples d'incohérence de politiques publiques sont nombreux, comme on ne peut pas, par exemple, continuer à donner des licences de construction de piscines dans une région victime de stress hydrique. C'est un petit exemple parmi tant d'autres, hein. On ne peut pas non plus concevoir des projets économiques qui ne sont pas adaptés au contexte naturel et culturel de la population d'un territoire. Il est donc temps de revoir ces politiques publiques émanant du haut vers le bas et qui souvent d'ailleurs sont le produit d'acteurs multiples, la région, la province, la commune, l'agence urbaine, l'agence de développement, rajouter à cela des véhicules de financement nationaux et internationaux, avec parfois une guerre des périmètres qui retarde la décision ou qui l'empêche carrément. Alors, d'aucuns font le constat qu'il n'y a pas encore cette alchimie entre le monde de la puissance publique et les émergences locales, ces émergences qui connaissent souvent très bien leurs problèmes et même parfois la solution. Par conséquent, pour pousser tout ce monde à parler le même langage, eh bien, des tierces lieux ont émergé. Ce sont des espaces ouverts où on se réunit et où on fait les choses ensemble dans une démarche collective d'intérêt général. Une sorte, je dirais, de mini-laboratoire qui apporte des solutions pour transformer les territoires, répondre à des besoins et créer une valeur qui ne peut pas être créée par le simple jeu des institutions et des entreprises dans leur forme conventionnelle. Alors, comment s'organisent ces espaces d'innovation sur un territoire? Quels en sont les acteurs capables de nouer une alliance et de cheminer vers un but commun? Faut-il former à ces problématiques complexes dans un territoire? Et si oui, quels outils déployer et quelles expériences de terrain? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir nos intervenants. Et je commence par vous, madame. Madame Loubna Mouna, vous êtes cofondatrice de l'association We Speak Citizen, Louratuna Al-Muwatana. Vous en êtes sa directrice opérationnelle aussi. Alors, We Speak Citizen, vous êtes un groupe de citoyens
qui catalyse le changement en s'appuyant sur les savoir-faire locaux. Vous accompagnez les communautés rurales dans une démarche extrêmement subtile et connectée avec le vivant. Vous allez partager cela avec nous tout à l'heure. Monsieur Lex Paulson, vous êtes directeur de l'école de l'intelligence collective de l'Université Mohamed VI Polytechnique à Ben Guerir. Vous êtes aussi professeur à Sciences Po Paris. Vous êtes auteur de plusieurs travaux sur la démocratie participative, les consultations citoyennes et la pensée politique des anciens, notamment celle des Grecs. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, Monsieur Paulson, ravi de vous avoir. Et j'ouvre une parenthèse pour rappeler au public qu'ils trouveront toutes les publications et les sites web de nos intervenants dans un post LinkedIn à venir sur la page OTED. Donc, likez et partagez. J'accueille aussi parmi nous Monsieur Aziz Iraqi. Vous êtes architecte, géographe, vous êtes professeur à l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme. Vous êtes coordinateur scientifique de la formation doctorale urbanisme, gouvernance et territoire. Et vous avez dirigé, Monsieur Iraqi, et publié d'ailleurs plusieurs travaux sur ce sujet, dont ce livre qui s'appelle Interroger les gouvernances urbaines entre fragmentation et contrat territorial, paru aux éditions Cartala, et dans lequel vous avez produit une analyse intéressante sur le cas de la gouvernance de la métropole de Casablanca, en décrivant l'éclatement des décisions chez les acteurs publics, on en parlait tout à l'heure, en parlant des SDL comme outils innovants de l'action publique territorialisée et des projets privés-publics en matière d'aménagement, en citant le cas de la LIDEC. Alors, Monsieur Iraqi, vous êtes aussi membre de l'association Terga, qui a une contribution sociale importante au Maroc. Monsieur André Fortin, vous êtes expert dans l'innovation sociale au Canada. Il doit être, je pense, 10 heures du matin chez vous à Montréal. Bienvenue à vous. Votre dada, ce sont les processus créatifs, les approches collaboratives et les consultations citoyennes. Vous avez publié un guide sur la co-création, comment se développer en rhizome, cette magnifique tige qui évolue constamment, même si on en arrache les branches, vous m'expliquiez la dernière fois. Sachant que dans le guide, vous expliquez le concept et vous dites qu'une branche de rhizome peut mourir, mais n'empêchera pas le reste du rhizome à continuer à vivre. Une belle métaphore pour signifier le processus de co-création dans un groupe. Et puis, Monsieur Mohamed Dreyef, qui était aussi programmé dans notre panel, ne peut malheureusement pas se joindre à nous pour raison de santé. Il se sentait fatigué ce matin et s'est excusé auprès de vous. Nous lui souhaitons bien évidemment prompt rétablissement. Alors voilà, j'ai pris le temps pour vous présenter Madame, Messieurs, car il n'y a meilleure richesse que la connaissance des hommes, comme on dit, et que, ma foi, nous serons dans une démarche de co-construction dans ce webinaire. Donc, merci pour votre participation et si vous permettez, je vous propose de commencer ce partage qui va s'étaler sur 1h30 par le mode d'emploi du jouet collectif dans un territoire. Comment définir un territoire, une alliance, quelle partie prenante. Ensuite, quels outils d'accompagnement avec des cas concrets. Nous allons donc balayer des expériences de terrain et les enseignements qui en ont été tirés en matière d'alliance. Et enfin, en dernier lieu, nous allons voir si oui ou non, il faudra modéliser tout cela et parler d'un modèle marocain. Donc, merci aussi au public que j'invite dès maintenant à commencer à interagir et à poser les questions dans le chat. Nous réserverons le dernier quart d'heure pour y répondre. Et je commence sans plus tarder par vous, Monsieur Aziz Iraqi. D'abord, par comprendre le cadre du territoire qui est loin d'être connu. Essayer de savoir quelle est l'échelle de pertinence pour le définir. Alors, on en parlait il y a quelques jours et vous souleviez à juste titre la complexité des concepts, notamment d'ailleurs le concept d'alliance.
Vous établissez une distinction entre territoire fonctionnel et territoire institutionnel. Comment les définissez-vous? Et je vous demanderai aussi de dire quelle gouvernance, selon vous, quelle gouvernance pour construire une alliance territoriale. Alors, vous avez 10 minutes. Nous allons accorder le même timing à chaque fois à chaque intervenant pour assurer l'équilibre de la prise de parole et puis surtout parce qu'on a un agenda qui est assez chargé en questions. Monsieur Eraqi, la parole est à vous. Ben, merci d'abord pour l'invitation. Oui, quand on en a parlé, je pense qu'il faut un peu débroussailler un peu la question du territoire, de ce qu'on appelle territoire. Parce que le territoire, en fait, c'est un construit social. Et bien entendu, suivant qu'on parle aux géographes, aux juristes, aux sociologues, on trouvera des définitions très différentes de ce qu'on appellera territoire. Et je pense que le territoire le plus connu, c'est le territoire des juristes. C'est le territoire qui est cadre spatial d'une collectivité qui a justement un pouvoir politique par la médiation du sol et donc à partir de là qui délimite son territoire et par rapport à une souveraineté par rapport aux collectivités limitrophes ou voisines. Donc c'est le territoire institutionnel, je pense que c'est le territoire qu'on connaît le plus, c'est le territoire national, c'est le territoire des collectivités territoriales. Donc, ce type de territoire, je pense que on va beaucoup en parler parce que finalement, je pense que c'est plus une finalité par rapport à notre débat qu'autre chose. Par contre, je dirais les autres types de territoires qui existent. Ce sont les territoires des populations, c'est les territoires qui sont construits justement par le bas, construits par les populations, par l'action collective. Et là, je ne sais pas, au Maroc, on a plusieurs types de territoires, enfin, de ce type. On a le territoire, non, territoire du Douar, par exemple, en milieu rural, Monsieur qui Eraqi, est... Oui, excusez-moi de vous interrompre, votre caméra est débranchée. ah On ne bon? vous voit pas. Ah, pardon, Je me disais depuis tout à l'heure. ça marche. Merci. Je- là, là, je me vois, mais désolé, mais... Et là, là moi, vous me voyez Non, toujours pas? non, on ne vous voit toujours pas. Si vous n'arrivez pas à la brancher, c'est pas un souci, Monsieur Araki. Vous pouvez continuer votre intervention. Je suis désolé, je suis désolé. Mais bon. Alors, je disais qu'il y avait le territoire des populations, qui est le territoire qui se construit par le bas, qui se construit par l'action collective, par les appartenances. Dans le cas du Maroc, on a justement on a beaucoup de... Là, je pense qu'on va en parler, des collectivités qui se mettent ensemble, des gens qui se mettent ensemble pour construire la route, pour construire la mosquée, etc. Donc, là, au Maroc, on a beaucoup d'exemples de ce type. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le troisième type de territoire et qui pose, lui, beaucoup plus de problèmes, ce sont les territoires fonctionnels, justement. Les territoires fonctionnels, ce que j'appelle les territoires fonctionnels, c'est comme les aires métropolitaines, par exemple qui se construisent en fait par des flux de population et de marchandises entre entre des espaces différents, notamment entre une ville-mère et ses périphéries. Et ces aires métropolitaines qui sont construites et qui sont des territoires fonctionnels parce qu'elles fonctionnent ensemble, eh bien, elles posent un grand problème institutionnel, mais ça, on va en parler peut-être tout à l'heure. Euh, les autres types de territoires qui interpellent aussi,
je dirais, ce sont des territoires construits autour du projet. Euh, et on peut appeler territoire de projet. Et au Maroc encore, pour prendre des cas, on retrouve justement des territoires de projet formés. On a l'agence Bourgreg et le projet Bourgreg, on a le TMSA également, Nord, Merchika, donc des projets qui construisent des territoires avec une structure de gestion qui est une structure ad hoc généralement. À partir de là, ce sont des territoires qui sont construits par le haut, je dirais, mais par le projet. Et dernier cas, enfin, pour parler toujours territoire, ce sont je dirais des projets de territoire. Non plus des territoires de projet, mais des projets de territoire. Et là, ce sont, je dirais, les acteurs locaux qui, autour de certaines ressources, justement, des produits du terroir, etc., euh, de ressources patrimoniales généralement, remontent et, je dirais, font territoire, font des projets de territoire. Et je pense que dans votre analyse et dans votre démarche, on est beaucoup plus dans ce type de territoire que dans les trois autres définis jusqu'à présent. Mais bien souvent, je dirais, la grande question qui se pose, c'est l'institutionnalisation. C'est quelle institutionnalisation? C'est-à-dire comment remonter vers des territoires avec des droits reconnus, etc. Donc ça, je pense que c'est un point sur lequel on va beaucoup discuter euh, dans le deuxième, dans le troisième. Voilà très rapidement ce que je voulais dire, juste pour préciser un peu ces questions sur le territoire, les types de territoires. Très bien. Vous faites la distinction, Monsieur Araki, entre plusieurs types de territoires. C'est bon à savoir. Alors effectivement, la vision dans laquelle s'inscrit ce débat enfin, rentre, je pense, beaucoup plus, comme vous dites, dans la troisième catégorie. Sachant qu'au Maroc, on a plusieurs expériences menées pour les territoires projets, comme vous dites, dans l'agence Bourgreg. À travers cette première conception sur le territoire, nous allons maintenant écouter l'intervention de Monsieur Lex Paulson, qui va nous parler des problématiques à travers les problématiques complexes qui ont été évoquées en début de webinaire. Comment concevez-vous, Monsieur Paulson, l'intervention des méthodes de formation? Peut-on former donc sur ces problématiques complexes? Vous avez participé aux travaux de la commission chargée du nouveau modèle de développement et je pense que vous allez faire une présentation sur ce sujet. Comment, selon vous, déployer ces méthodes de l'intelligence collective pour accompagner ces dynamiques nouvelles? Alors, je sais que vous allez nous quitter avant la fin du webinaire, vous m'avez dit la dernière fois, pour un engagement. On va essayer de profiter au maximum de vous. Monsieur Paulson, la parole est à vous. Unmuted. Voilà. Vous m'entendez bien? Oui, Très, très bien. Donc, merci. Et vous voyez bien mon écran? là, je vois votre écran, vous avez votre caméra, c'est bon, tout marche. C'est parfait. Donc, je voudrais présenter rapidement trois choses. D'abord, on parle d'intelligence collective. Qu'est-ce que c'est? Deuxième, la commission spéciale sur le mode de développement. Qu'est-ce qu'on a appris de cette grande expérience inédite d'intelligence collective au Maroc? Et troisième, qu'est-ce qu'on peut proposer au territoire pour renforcer l'innovation publique à travers les méthodes d'intelligence collective? Donc, rapidement. Euh, J'adore ce photo, c'était le lancement de l'app d'innovation Ramna avec l'équipe OTED. Et je commence souvent avec ces questions. Les citoyens, c'est-il quelque chose d'utile? Notre réponse, je crois à tout le monde qui participe dans cet appel, est oui, mais nos institutions publiques sont pour la plupart faites comme la réponse était non. Comme la réponse était en fait les citoyens sont des usagers
sont des personnes à respecter, mais pas d'inclure, et surtout pas d'écouter leurs idées et de faire autrement par rapport aux idées des citoyens. Et il y a une grande raison pour laquelle c'est le statu quo, c'est de ne pas écouter et de ne pas co-construire avec les citoyens. Ça commence en fait très tôt dans l'administration publique moderne, qui vient du 18e, 19e siècle. Je présente cette citation d'un des pères fondateurs des États-Unis, qui dès la Constitution américaine était validée. Il a dit tout pouvoir vient du peuple, mais il ne le possède pas que le jour de ces élections. Après cela, c'est la propriété de leurs dirigeants. Et après, on peut ajouter les dirigeants et l'administration publique. Et ils ne peuvent pas l'exercer ou le reprendre à moins qu'ils en soient abusés. C'est de Dr. Benjamin Rush. Et je crois que cette manière de parler de la souveraineté des citoyens, mais leur impuissance, était un peu le statu quo, la position de défaut depuis 2 siècles. Mais ça commence radicalement à changer. Pourquoi ça commence à changer? Donc d'abord, pour 2 raisons principales. D'abord, les problèmes sont différents. On a des problèmes auparavant qui étaient des problèmes, on appelle des problèmes techniques, c'est-à-dire on savait comment construire un pont, comment faire une autoroute, comment construire une simple clinique ou une simple école, avec des problèmes, des dimensions bien définies qui s'appuient sur les connaissances actuelles. Mais de plus en plus, on rencontre des problèmes, ce qu'on appelle des problèmes complexes adaptatifs, c'est-à-dire le réchauffement climatique, l'inégalité sociale, comment faire un système de santé résilient contre une pandémie. Et il s'agit des problèmes qui sont difficiles à définir, avec beaucoup de dimensions, et avec des connaissances qu'il faut inventer, des connaissances qui n'existent pas encore. Comment faire une chaîne de valeur pour les masques pendant une pandémie? Ce n'était pas une connaissance nette et claire auparavant. Donc, voici le type de problème dont les administrations publiques et les citoyens doivent actuellement faire face. Donc, le problème public devient plus complexe. Première raison pour des nouveaux modèles de gouvernance. Deuxième, les attentes des citoyens ont changé. Dans cette ère de digital, on a un accès à l'information en continu, on a un partage de feedback en continu par des réseaux sociaux, et on voit cette baisse de confiance aux institutions traditionnelles. On voit ça dans les taux d'abstention aux élections, dans les sondages qui montrent à quel point dans tous les pays, c'est une grande tendance, pas seulement au Maroc, mais surtout aux pays occidentaux, une baisse de confiance aux institutions traditionnelles, et à la fois des nouvelles générations qui sont en quête d'identité et d'appartenance dans leur lieu d'emploi, leur profession, leur personne, leur communauté, etc. Donc, complexité et confiance et appartenance. Donc, pourquoi de nouveaux modèles sont-ils nécessaires? Donc, Sa Majesté, il a bien pris conscience de ces 2 grands changements de complexité de problèmes et les attentes et les frustrations des citoyens marocains. Il a identifié ces dysfonctionnements. Il a appelé la commission spéciale, ces 35 personnes extrêmement diverses de leurs compétences, de leur parcours, etc., de lancer cette commission spéciale dans un esprit d'inclusivité et de participation. Et ce qu'il a validé à la fin, pourquoi, une des raisons pour lesquelles il a validé ce nouveau modèle de développement co-construit par les citoyens marocains, c'était parce que ce nouveau modèle incarne l'intelligence collective. Donc, si on parle d'intelligence collective, on parle de quoi? L'intelligence collective, c'est pas un outil, c'est pas un jeu de post-it, c'est pas un site web qu'on va visiter pour connecter les gens. Non, l'intelligence collective, c'est le phénomène par lequel on vit. Notre survie dépend des réseaux de connaissances dans nos sociétés. Depuis des milliers d'ans, on a cette transition culturelle de ces inventions, ces technologies, et chaque individu ne dispose qu'un petit bout de cette grande intelligence. Moi, j'utilise ça tous les jours, j'ai aucune idée comment ça marche. Mais c'est un outil qui est fondamental et je crois que peut-être c'est le cas pour vous. Si ça casse, j'ai aucune idée de comment régler. Mais c'était le produit de l'intelligence collective, des grands nombres des ingénieurs, des designers, etc.
et moi, je capitalise sur l'intelligence des autres. Donc, c'est ça, être humain, c'est de capitaliser sur l'intelligence de nos ancêtres et de beaucoup d'autres dans la société. Donc, c'est quelque chose qui existe. Mais de plus en plus, c'est un domaine scientifique interdisciplinaire notre science intelligence collective étudie les conditions nécessaires pour produire ce phénomène. Parce que, bien que nous sommes entourés d'intelligence collective dans la nature, dans les sociétés humaines, on est aussi entouré par la stupidité collective également. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre stupidité collective et intelligence collective? Donc, chez nous, à l'école d'intelligence collective UM6P, on travaille tous les jours sur des études scientifiques pour mieux comprendre quelles sont les conditions nécessaires. Et on a appris qu'il y a plusieurs facteurs très importants. Je ne vais pas beaucoup expliquer en détail, mais je vous présente juste en un slide un modèle, quelques facteurs qui différencient une foule sage d'une foule qui n'est pas sage. Il faut puiser les différentes sources d'informations. Il faut avoir une diversité, pas juste une diversité de têtes et de personnes, mais une diversité de manières de penser, ce qu'on appelle une diversité cognitive. Il faut que les gens soient motivés à contribuer. On peut avoir des meilleures intelligences diverses, mais s'ils ne sont pas motivés, on n'aura pas un résultat positif. Il faut aussi organiser le groupe pour que tout le monde puisse communiquer à coup bas, que les personnes sont sincères et il n'y a pas ce qu'on appelle groupthink, où il y a une opinion dominante qui prédomine sur les autres. Il faut qu'il y ait des outils, des facilitateurs qui agrègent efficacement l'intelligence qui existe. Et enfin, il faut une certaine ampleur. Intelligence collective d'une vingtaine de personnes peut être beaucoup plus puissante d'intelligence collective de 3 personnes. Donc, voici les 3 grandes questions qu'il faut mettre en avant dans cette science collective. Le qui est dans le groupe, comment on peut composer le groupe, le comment on peut organiser l'information qui existe dans le groupe, et le combien. Comment on peut aussi agréger le plus grand nombre de perspectives, de talents, d'idées, d'informations pour prendre des décisions sur la santé, sur l'éducation, sur les énergies renouvelables, etc. Donc, la commission spéciale s'est basée sur 3 grandes axes. L'axe multicanal, c'est-à-dire d'ouvrir plusieurs canaux de feedback des citoyens marocains, de maximiser la diversité de contributions, c'est-à-dire de donner vraiment une parole libre avec les 2 conditions de respecter la constitution marocaine et les institutions fondamentales de l'État, du royaume. Mais sous ça, il y avait des personnes de gauche, des personnes de droite, des personnes de centre, des personnes qui voulaient tout disrupter, des personnes qui voulaient tout préserver. Et donc, cette diversité était fondamentale. Et après, une stratégie itérative et apprenante. De ne pas dire qu'on a la meilleure idée, la meilleure stratégie au début, mais qu'on va test and learn. On va continuellement prendre le recul et voir, OK, comment on doit ajuster les stratégies d'écoute, comment on doit ajuster les stratégies de co-construction avec les citoyens. On a développé ensemble des méthodes de consultation proprement marocaines. Un exemple, c'était la méthode de guided storytelling, le storytelling facilité. On a fait une première rencontre citoyenne avec des jeunes de la région de Ben Grir en décembre 2019, où on a tout à fait disrupté jeunes par rapport à la commission spéciale. Ils pensent, la commission spéciale, il y a Mustafa Terab, il y a Driss Jetou, il y a Fouad Lahaoui. Forcément, il y aura une présentation de ces grands hommes et grandes femmes. Et nous, les jeunes, on va juste peut-être poser des questions à la fin. Non. On a renversé cette dynamique en mettant tout le monde dans le même niveau. Et en répartissant les membres de la commission spéciale dans les groupes de 5-6 personnes. Et la méthode, ça a parti des stories, des histoires personnelles des jeunes personnes. Donc ça, c'était le point central. Qu'est-ce que vous avez expérimenté? Une expérience qui vous montre quelque chose qui est important pour le pays, quelque chose qui va bien ou quelque chose qui ne va pas du tout. Donc, il y avait des jeunes qui témoignaient de leurs expériences dans les zones rurales, qui ont galéré de trouver le transport pour accéder à l'école, ou des membres de famille avec des problèmes psychologiques qui ne pouvaient pas accéder aux services de santé et de bien-être. Donc, on avait des histoires personnelles et sur cette base, les membres de la commission écoutaient. Et après, en plénière, dans tout le groupe ensemble, les 60 personnes, c'était les membres de la commission qui ont témoigné des expériences des jeunes, qui ont restitué. Donc, voici ce qu'on a entendu, voici ce qu'on a apprécié de ces expériences. Et comme ça, les jeunes étaient au centre.
Et donc, je crois que cette méthode de guided storytelling était un des points forts des méthodes de consultation, de commencer par une écoute, d'échanger en même plan, pas de mettre verticalité, mais vraiment en horizontalité, et de faire sens collectivement de ces expériences individuelles. Il y avait aussi des méthodes à grande échelle, c'était des méthodes face à face, des méthodes de grande échelle de traitement des données. Il y avait à peu près 10 000 soumissions sur la plateforme csmd.ma où on a fait de croisement de données entre différents profils, différentes personnes de différentes régions et quelles étaient les problématiques soulevées à Tanger-Tétouan par rapport à Marrakech, par rapport à Oujda, par rapport à Rabat. Et on a vu plusieurs convergences, mais aussi plusieurs différences, différentes perspectives sur les problèmes le plus importants. Et le Natural Language Processing NLP nous a permis de poser des questions de façon ouverte. Donc, quelle est une chose que vous voulez changer au Maroc? Quelle est une chose que vous voulez jamais changer au Maroc? Et les personnes répondent ouvertement. Et c'est l'algorithme d'intelligence artificielle qui fait cette analyse de données. Et on peut en faire des word cloud, comme vous voyez ici. C'était questions sur le thème d'éducation et on voit un peu les mots qui ont été le plus fréquents et les plus occurrents dans ces questions. Donc, un outil assez intéressant pour synthétiser. Quel résultat? Presque 10 000 personnes en interaction directe, c'est-à-dire face à face avec la commission. 3 millions de visiteurs aux réseaux sociaux de la commission. La plateforme, 50 millions de visiteurs, mais seulement 2000 contributeurs. Donc, on a fait un grand effort, mais je crois que les efforts face à face en petite échelle étaient plus réussis que les efforts à grande échelle. Pour mettre ça en contexte, un autre cas, dans le cas de Panama, qui ont récemment, le pays en Amérique latine, récemment, ils ont fait un exercice de consultation, un peu comme la commission spéciale. C'est un pays de 3 millions de personnes. Ils ont reçu 200 000 contributions en ligne. Donc, ça, cette échelle est possible. Il faut juste avoir une stratégie et les ressources nécessaires pour aller chercher les citoyens. Une grande convergence autour de la panne de l'ascenseur social au Maroc, frustration avec les services publics, mais une grande fierté d'être marocain, de l'identité marocaine, d'identité territoriale et une grande envie de participer. C'est-à-dire que les Marocains, c'est un grand apprentissage. J'étais à Taounat, Fès, Meknès, Marrakech, La Reich, et partout au Maroc, ce que moi j'ai vu avec mes propres yeux, c'est une volonté, une envie à participer, une envie à contribuer au développement du pays. Donc ça, c'est une force. Mais il faut aussi le dire lucidement qu'il y a une baisse de confiance, il y a une confiance très bas dans la performance des services publics. Donc on a beaucoup à construire, mais on a une base pour reconstruire qui est l'envie et l'intelligence des citoyens marocains. Donc pour arriver à la conclusion, on a cette fort désir de participer, mais on a aussi un multilinguisme. Il faut vraiment être agile et flexible par rapport à la manière de participation. Et donc, c'est pour ça que je propose pour les acteurs territoriaux une idée de comment former ce qu'on appelle des passeurs ou des facilitateurs. Des personnes qui peuvent aussi parler à l'administration publique et dans la langue des quartiers, des douars, des souks. Qui peuvent pouvoir passer des messages de manière accessible pour les acteurs publics. Je crois qu'il y a une confiance dans les institutions centrales de l'État, mais pas dans les services publics. Donc, il faut des nouveaux canaux de feedback, de concertation en continu avec les usagers des cliniques, des hôpitaux, des parents d'élèves, etc., pour pouvoir identifier ensemble des leviers d'amélioration. Et je crois que la démocratie marocaine, ça vient de très c'est quelque chose de très ancré dans l'histoire marocaine. Cette tradition de délibérer ensemble, de penser ensemble, de réfléchir, d'échanger différents points de vue, je crois que ce que moi j'ai entendu, c'est quelque chose qui n'est pas une idée occidentale ou européenne ou américaine, c'est une idée marocaine qui vient des racines de la culture marocaine. Donc, comment on peut s'appuyer sur ces traditions ancestrales, locales, de délibération, de partage, d'écoute
pour construire avec ces nouvelles technologies un modèle d'intelligence collective qui est proprement marocain, qui est à la hauteur, à la pointe de toutes ces technologies, mais construite sur la base de la culture marocaine. Comment faire? Donc, pour conclure, on a construit avec l'équipe OTED un masterclass qu'on appelle Mouakabet Tahadiyat al-Kita il-Alam. Désolé pour j'ai un des mouchkil في النطق mais كان دير اللي في جهدي. Donc, ce qu'on appelle le Solving Public Problems Morocco, qui a pour base de faire quelque chose de très concret, d'accompagner les acteurs des porteurs de projets dans les administrations publiques au niveau territorial pour les aider à A à Z de concevoir, développer, implémenter et mettre à l'échelle le projet avec des nouvelles méthodes, des nouveaux mindsets et des nouvelles méthodes de data, de créativité, etc. Et on dessine de A à Z comment définir des problèmes, déconstruire, récolter des data, développer des solutions, agir en coalition, faire un storytelling, s'appuyer sur l'intelligence collective pour changer notre manière de faire de transport, de l'éducation, la scolarisation des filles, conservation de l'eau. Donc, des choses vraiment concrètes et réelles avec des méthodes qui sont robustes, scientifiques. Et qu'à la suite de chaque formation, il y a ce qu'on appelle les cercles d'innovation publique qui seront pilotés au niveau territorial par l'équipe OTED et l'école d'intelligence collective à Ramna, sous le sponsorship du gouverneur Aziz Bounian, avec les deux objectifs de incuber, implémenter des projets réels. Notre problématique donnée par le gouverneur, c'est l'employabilité des jeunes. Donc, des projets sur d'abord l'employabilité des jeunes. Et après, donc ça, c'est le plus grand objectif, c'est d'incuber, implémenter des projets réels. Et deuxième, d'approfondir nos compétences et de travailler en collaboration avec des citoyens, avec des parties prenantes, avec des personnes le secteur associatif pour que tous ensemble, on fait réseau. On fait réseau, on échange nos connaissances, nos compétences et on développe nos propres capacités de leadership. Donc, voici un peu la vision. J'ai hâte de continuer cette aventure pour jouer collectif au niveau territorial et je vous remercie de cette invitation. Merci à vous, Monsieur Lex Paulson. C'était très intéressant et il y a eu plusieurs pistes en fait. Je ne sais pas sur quoi je vais vous faire réagir. Il y a tout d'abord le dernier exemple sur ce que vous faites avec OTED, l'incubation des projets réels sur l'employabilité des jeunes, qui est un projet concret. Très intéressant pour voir un petit peu votre démarche. Le fait de faire réseau ensemble, ça parle aussi à tout type en fait d'action collective et je pense que Madame Loubna Mouna va revenir aussi sur sa propre expérience. Quand vous avez parlé des formes traditionnelles très ancrées dans l'histoire au Maroc de la démocratie participative, je vous rejoins parfaitement. Il y a eu des formes traditionnelles comme la Twiza, comme l'Khtara, qui est un système d'irrigation d'eau, comme l'Agadir, qui est un système de stockage de blé dans les régions du sud du Maroc. Je pense que Madame Loubna Mouna pourra en parler mieux que moi, ou peut-être Monsieur Eraqi. Donc, ce sont des choses qui existent. J'ai retenu aussi dans votre présentation comment dire, le plan en fait pour former à l'intelligence collective, le qui, comment, combien. Quand vous parlez de l'organisation, qu'il faut organiser le groupe avec les outils, qui est la deuxième étape, eh bien, nous avons beaucoup de chance puisque nous avons avec nous Monsieur André Fortin qui va nous parler plus précisément de ce volet-là. Et je vais tout de suite vous céder la parole, Monsieur André Fortin. Et Monsieur Lex Paulson, vous restez avec nous parce qu'il va y avoir une deuxième tournée de questions. Monsieur André Fortin, ma question pour vous est, à travers tout ce qui a été dit, comment concevez-vous les mécanismes de co-création? Quels sont les ingrédients de la co-création en rhizome, comme ça a été présenté tout à l'heure? Et je vous laisse à votre présentation. Merci. Merci, bonjour à tout le monde. Donc, André Fortin, moi je suis basé à Montréal, au Québec, au Canada. Dans le cadre de cette activité jouer collectif de ce séminaire-là, j'ai fait l'exercice
pour prendre l'analogie avec le jeu, parce que je crois beaucoup au jeu comme méthodologie puissante. Toute la ludification de nos approches ou des méthodologies, c'est un courant qui est en développement et j'y participe. Je suis d'ailleurs présentement dans l'élaboration d'un jeu sur la complexité pour amener ce thème-là. Comment simplifier la complexité? Et ce n'est pas une question facile à répondre. Alors, je vous propose 4 cartes pour jouer collectif, qui est une synthèse de ma pratique. Moi, j'ai l'occasion, donc je suis un facilitateur, ça fait presque 30 ans que je fais ça. J'anime toutes sortes d'événements avec des associations, avec des villes, des fondations, des entreprises. Et j'ai touché à plusieurs thématiques. Je me définis comme un expert des méthodologies et non des contenus. La première carte que je trouve importante, c'est ce que j'appelle la carte du leadership ouvert. Je dis, il y a toute une révolution à faire et on est dans cette transition-là d'un modèle de compétition à un modèle de collaboration. Mais la collaboration, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend plusieurs expérimentations. Donc, pour passer d'un leadership fermé à un leadership qui serait ouvert, où on peut le nommer leadership partagé, leadership collaboratif. Donc, des dynamiques de contrôle, de demande, de supervision, d'enseignement, de réponse, d'ordre, d'un ego, à passer de ce modèle-là à plus de confiance, à se soutenir, à s'épauler, à se donner du pouvoir, à valoriser nos collaborateurs, à apprendre de ce qui émerge, à être plus dans... On initie des choses, on verra ce qui se passera par la suite. Ça sera des façons d'apprendre, à s'encourager entre nous et vraiment à mettre le collectif en premier plan. Fait que ce leadership ouvert-là se fait par toutes sortes de choses, par des techniques, par une posture, par des philosophies. Donc, il y a beaucoup d'expérimentation, mais moi, je prône ce leadership ouvert-là. Et quand il est mis en œuvre, ça donne souvent des résultats surprenants. Fait que la première carte, ce serait la carte du leadership ouvert. La deuxième, parce que je prêche pour ma paroisse, je crois beaucoup à la co-création, à son potentiel. Et je vous présente la définition de la co-création que j'ai arrêtée, qui est de dire que la co-création, c'est une pratique collaborative de développement d'une initiative. Elle met l'accent sur l'exploration et l'interdisciplinarité, implique des nouvelles relations entre une diversité de personnes et utilise un processus créatif pour générer des résultats significatifs. Donc, pour moi, quelques mots, la co-création, on fait ça parce que ça l'amène aussi une forme de plaisir. Et quand il y a du plaisir en créativité, ça donne souvent des meilleurs résultats. Et aussi travailler dans une optique d'interdisciplinarité et d'une relation plutôt égalitaire entre les différentes personnes impliquées. Fait que la co-création peut se faire 3 grands formats. On peut co-créer avec les communautés et leurs différents acteurs. Donc, ce serait une co-création territoriale. Fait qu'on pourrait faire ça sur un enjeu qu'on rencontre sur un territoire, puis on réunit les principaux acteurs. On pourrait également créer au sein d'une organisation, on va la nommer souvent une co-création interne. On va vouloir réunir les différentes directions, structures de notre organisation en disant, il vaut mieux avoir plusieurs perspectives autour de la table. Et la troisième grande forme de co-création, c'est une co-création entre organisations. Donc, des organisations qui travaillent dans un même secteur ou non, parce que c'est le fun, des fois, c'est intéressant d'avoir des gens qui ont des nouveaux regards. Fait que la co-création là, qui est en explosion, moi, j'y crois beaucoup et quand on l'utilise, les gens, après, souvent, ils disent « Pourquoi on n'a pas fait ça avant? Pourquoi qu'on n'utilise pas autant cette approche-là? » Troisième carte sur 4, la carte de l'état d'esprit innovant. Donc, on parle en anglais de mindset, état d'esprit. Des fois, on parle de posture. J'ai identifié pour moi 4 éléments clés de cet état d'esprit innovant. On va souvent définir l'innovation comme étant un processus ou des techniques
Dans ma vision, moi, je trouve que l'innovation, c'est davantage un état d'esprit. Si j'ai pas l'état d'esprit et j'ai les techniques, je n'avancerai pas. Donc, c'est comme l'ADN, la colonne vertébrale de toute innovation, c'est d'avoir cet état d'esprit. 4 éléments clés, une collaboration, une reconnaissance de l'expertise de l'autre. Donc, je suis capable de reconnaître que tu as des forces, que tu as des compétences, et je ne perds absolument rien en faisant ça, en reconnaissant les autres. Fait que c'est important de mettre ça de l'avant. Deuxième point, l'horizontalité dans les rapports entre les personnes. Je suis conscient qu'il y a des rapports de pouvoir, je ne les ignore pas, mais je veux, si toi tu viens d'une petite structure, tu as autant de valeur que si moi j'arrive d'une structure où il y a 1000 employés. Donc, des rapports égalitaires que je veux installer, notamment, on voit beaucoup ça dans les dynamiques de laboratoire. Et s'il n'y a pas cette horizontalité-là, il y a souvent un désengagement des parties prenantes. Les gens ne restent pas parce qu'ils sentent que quand il y a de l'arrogance ou qu'il y a des gens qui se montrent plus savants ou experts, ben souvent, ça amène beaucoup de frustration. Troisième point, c'est le lâcher prise. Dans tous ces processus d'innovation, de créativité, ça demande de la curiosité, beaucoup d'ouverture, mais surtout du lâcher prise pour être en mesure d'accepter ce qui est en train d'émerger. Et ça, on a beaucoup de formations à faire sur travailler notre lâcher prise personnel. On l'a expérimenté depuis 2 ans à travers la COVID et cette pandémie, comme quoi, tu sais, la lâcher prise. Fait que moi, je considère que c'est un avantage positif de la COVID, c'est que ça nous a travaillé notre lâcher prise et ça va être quelque chose qu'on va pouvoir utiliser, on l'espère, quand cette pandémie sera derrière nous. Et le dernier point, c'est la prise de risque et l'expérimentation. Il n'y a pas d'innovation s'il n'y a pas de prise de risque. Moi, je vois beaucoup de décalage entre des discours organisationnels où tout le monde est pour l'innovation et sa vertu, mais quand c'est le temps d'être dans les pratiques, souvent, c'est plus difficile. Donc, il y a une expression québécoise qui dit que les bottines doivent suivre les babines. Les bottines, c'est les souliers et les babines, c'est les lèvres. Donc, pour qu'il y ait un arrimage entre ce que je dis et ce que je fais, il y a une cohérence dans tout ça. Et ma dernière carte que je veux vous partager, puis on en a parlé, Nadia, tu en as parlé dans ton introduction, M. Paulson aussi. Moi, je crois beaucoup à ça, la notion de complexité. Je constate aussi, j'ai ce même partage-là, qu'il y a de plus en plus de complexité dans nos sociétés. Il y a une accélération du temps aussi qui se passe. Les problématiques sont de plus en plus complexes. Ça veut dire qu'on doit intégrer de plus en plus différents acteurs ou perspectives pour avoir une vue globale d'une problématique. Donc, si on veut intervenir, jouer sur un territoire, puis on veut travailler, par exemple, la question de l'employabilité, comme vous avez parlé, mais l'employabilité, ce n'est pas juste une question économique, c'est aussi une question sociale, c'est une question culturelle. Donc, c'est d'intégrer toutes ces perspectives-là. C'est assumer aussi que dans la complexité, il y a une partie d'inconfort et d'incertitude. Il y a des malaises, il y a des flous. Le travail du facilitateur, un peu comme mon rôle, c'est de guider les gens dans cette complexité pour calmer cet inconfort et cette incertitude, mais elle sera toujours présente. Et le dernier élément, je dirais, c'est être sensible aux éléments qui émergent et préconiser l'adaptation. Donc, vous avez peut-être vu des approches là, comme le design thinking qui met beaucoup de l'avant ces notions d'émergence-là, des approches agiles, donc beaucoup de méthodologies qui sont développées dans les 10-15 dernières années vont préconiser cette vision-là d'émergence, d'itération, de s'adapter à ce qu'on observe, à ce qui se passe au sein d'un groupe. Fait que j'arrêterai ma présentation. C'était mes 4 cartes que je voulais vous présenter. Merci, Monsieur Fortin, pour ces cartes qui regroupent les ingrédients de la co-création.
J'ai retenu plusieurs idées dans votre présentation. Il y en a une qui soulève des questions. C'est la relation horizontale. Quand on est en groupe de co-création, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est effective? Est-ce qu'elle est réalisable? Sachant que dans le groupe, il y a des acteurs de différents mindsets qui proviennent de différents milieux. Il y a la puissance publique aussi là-dedans. Donc, ça pose de sérieux challenges dans tout groupe de co-création. J'ai retenu aussi la prise de risque et l'innovation. Ça, c'est très important pour que les gens intègrent cette notion quand ils se mettent en co-création et que l'innovation est porteuse aussi d'échecs. C'est bien aussi de voir qu'est-ce qui a échoué pour pouvoir le remédier. Alors, vous dites à juste titre, les bottines doivent suivre les babines. Je trouve cela intéressant. C'est un peu comme joindre l'acte à la parole dans les paradigmes français. Vous avez aussi expliqué la notion d'assumer l'inconfort et l'incertitude, très important, et tout cela, évidemment, ne fait que renforcer ce processus de co-création. Je donne tout de suite la parole à Madame Loubna Mouna pour nous expliquer son projet, enfin le projet de l'association We Speak Citizen. Vous avez créé des alliances à Ouarzazate et à Tata, à petits pas et toujours dans une démarche expérimentale. Comment avez-vous procédé? Loubna Mouna, la parole est à vous. Merci Nadia, merci à tous les panélistes pour leurs interventions extrêmement, en tout cas qui apportent pour moi un nouveau regard. J'ai l'impression d'avoir toujours joué à vos cartes, Monsieur Fortin. C'était assez extraordinaire de retrouver vraiment les 4 piliers et voilà, en expérimentant. Alors, je vais vous expliquer un petit peu notre démarche. C'est une démarche citoyenne, c'est une démarche de cadre moyen, supérieur de la ville. Extrêmement proche du monde rural parce qu'il le pratiquait en tant que touriste. Mais on avait juste remarqué que pendant ces 15 dernières années, un paradoxe. Le monde rural augmente, on voyait une installation de nouvelles infrastructures, beaucoup plus d'écoles, beaucoup plus de centres de santé, des routes. Voilà, le monde rural extérieurement s'enrichissait. Et en même temps, le monde rural s'appauvrissait et de manière assez dramatique puisqu'on ne retrouvait plus ce qui faisait la ruralité, à savoir les citoyens du monde rural. Avec le Maroc est connu pour son hospitalité, son ouverture, c'est le savoir vivre ensemble du monde rural qui disparaissait totalement. Et du coup, on s'est dit, ben, on va essayer de venir et d'apporter notre pierre à l'édifice en ayant juste une démarche de comprendre pourquoi. Et pour comprendre pourquoi, nous, notre démarche a été de nous placer dans une posture de petite souris et d'observateur. Et cette posture, on l'a faite très lentement. Donc pendant 1 an, on a commencé par observer une communauté rurale dans la région d'Ouarzazate. Alors, pas n'importe quelle communauté, c'est le village de mes origines. Je suis cofondatrice de We Speak Citizen. Donc, dès le départ, je leur ai proposé ce village parce qu'il portait en lui un paradoxe incroyable. Ce village est classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Ils sont 900 dans ce village et il reçoit 900 visiteurs par jour, 900 touristes par jour. Avec en parallèle le plus mauvais niveau scolaire de toute la région à laquelle appartenait ce village, un revenu moyen familial des habitants qui est plafonné à 600 dirhams par mois et une destruction de toutes les alliances qu'on retrouvait, que moi j'avais connues jeune dans ce village. Donc une richesse apparente autour d'un patrimoine et une dégradation extrêmement puissante, extrêmement profonde. Donc on s'est dit, on va étudier ici, ça sera intéressant. Et pour étudier, on a provoqué des événements où on pouvait voir les gens se mettre ensemble et fonctionner ensemble. C'est ce qui nous était important de voir. Et on les a mis ensemble autour de jeux et de moments de célébration. Donc le premier moment de célébration, nous on était venus en se disant on va revoir un Moussem, les Moussem n'existaient plus. Donc on a réactivé un Idnair qui est la célébration du Nouvel An amazigh.
Et sur ce Idnayer, on leur a dit, bah, faites comme ce que vous faisiez en temps, c'est-à-dire il y a 20 ans, il y a 25 ans, comme faisaient vos grands-pères. Et au fait, les gens avant se rassemblaient tous autour d'un plat, un plat où on célèbre la graine. Et au fait, ce moment correspond à la venue de l'hiver. Donc, on a planté la graine, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, on va célébrer, on va avoir des rituels un petit peu animistes où on demande au ciel d'aller ensemencer la graine qu'on a plantée dans la terre. Au fait, ça fait un très beau moment de célébration collectif. Et ils ont dit OK. Et au fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, 900 personnes se sont mises ensemble et ont célébré ensemble Idnair. Sur ces 900 personnes, il y avait plus de la moitié qui ne s'étaient pas vues depuis plus de 10 ans. Et déjà la première hypothèse validée, et on redécouvre une chose, les jeux d'adultes, et non pas les jeux d'enfants, hein, les adultes, les hommes et les femmes qui jouent ensemble, l'intelligence qui revenait de la célébration collective, c'est-à-dire on a terminé la célébration à 11h, 23h, à minuit, les espaces étaient complètement rangés, le village a repris sa forme initiale, c'est-à-dire qu'il savait très bien fonctionner et remettre ensemble ce mouvement. Et à partir de ce que nous, on a observé d'intéressant au niveau patrimonial, on les a mis ensemble pendant 500 heures d'atelier en leur demandant une chose. Et si vous aviez toute la connaissance du monde, et si vous aviez tous les moyens financiers du monde, on enlève ces barrières et projetez-vous vers un avenir souhaitable pour vous. Quel est votre, alors pas votre Maroc, mais quel est votre village, quelle est votre société dans laquelle vous souhaiteriez voir grandir vos petits-enfants? Et au fil de ces 500 ateliers, ils ont eu une vision très très claire sur tous les aspects qui faisaient société, de comment ils voulaient que leur société évolue. Alors, une fois qu'ils ont fait ça, et ce qui est extraordinaire, ils ont remis, alors tout le monde n'a pas participé, ce sont les leaders émergents qui ont participé à ces ateliers, mais ils ont fait adopter cette vision à tous les villageois. Et ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, ils ont fait le premier conseil des femmes. Alors, il y a une manière de fonctionner ensemble à travers la ZERF, mais où seuls les hommes se mettent ensemble pour délibérer. Tous les hommes des villages ont délibéré ensemble pour dire est-ce que cette vision leur convenait. Et à la fin des délibérations, ils ont décidé eux-mêmes de dire OK, on a bien compris que les femmes sont partie prenante de cette vision. Donc, on fait aussi vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ouais, merci. Donc, on fait aussi ce conseil collectif de femmes. Alors, ce qui est venu après ça, c'est un constat, c'est qu'ils savaient vers où aller, mais ils ne savaient pas comment y aller. Donc, notre rôle a été de dire, OK, on vous accompagne pour que de cette vision émergent des projets, et surtout, on vous accompagne pour compléter en compétences, ramener les compétences dont vous ne disposez pas au sein de votre communauté, pour que vous puissiez faire émerger ce véritable projet sur le terrain. Et enfin, il fallait réécrire en langage compréhensible par notamment les bailleurs de fonds de ces projets. Donc, il fallait retraduire leur vision pour qu'ils soient adoptés, acceptés par la ville, les institutions publiques, les bailleurs publics. Donc, j'ai arrêté là cette démarche. Il me semblait vraiment intéressant de vous expliquer comment on avait fonctionné au départ pour vous dire un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Un village au départ, aujourd'hui, on est sur pour le coup un vrai rhizome de villages qui se sont mis ensemble et qui commencent à essaimer, chacun a développé ses solutions et qui commencent à se copier les solutions. C'est un exercice bien marocain d'observer l'autre et de faire comme lui. Donc, ils commencent, mais sauf que là, ils s'aident mutuellement pour faire émerger leurs solutions au niveau de leur territoire. Et différents aussi projets qui sont vraiment des projets de territoire. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a des incubateurs du monde rural et où les jeunes ont réussi à penser eux-mêmes leurs projets innovants
Donc, on a un café, un des derniers projets auxquels, bon, là, on est en session d'écoute des porteurs de projets sur ils sont en train de pitcher. J'ai une jeune fille de 23 ans dans un village qui monte un café autour de la citoyenneté participative. Donc, quand elle m'explique ça, j'hallucine en me disant, mais comment se fait-il qu'elle puisse penser à ça? Parce qu'elle, elle n'a jamais connu Casa, hein, ni Rabat, ni aucune ville, elle est d'un village. Et elle nous dit, ben, moi, j'ai bénéficié de formations, je trouve extraordinaire de pouvoir parler des choses qui sont importantes pour moi. J'aimerais que ce processus continue. J'aimerais accueillir encore d'autres personnes pour délibérer sur des problématiques de notre village. Et donc, du coup, je veux installer dans mon café des scènes où on invite des gens et on parle de nos problèmes de citoyens ruraux. Donc ça, ce niveau de citoyenne, d'alliance entre villages est un premier niveau. Le second niveau qui est extraordinaire, c'est que ces gens ont réappris à se remettre en alliance avec quelque chose de plus grand, avec la terre qui les porte. Et là, au-delà des projets agricoles, donc on est sur des petits projets. On n'est pas sur de grands projets de filière. C'est pas du tout notre démarche parce que c'est pas nous, on n'a pas de démarche. On ne fait juste que catalyser cette manière de faire. Ben, ils sont en train de monter un projet autour, non pas de la filière de miel, mais un projet autour de l'abeille. Et ce projet autour de l'abeille, comment eux l'ont construit? Ils l'ont construit en disant, OK, l'abeille, c'est quelque chose de très précieux pour nous. Ça nous permet de vivre puisque le miel nous nourrit. Ça nous permet de faire de l'argent puisque économiquement, on arrive à vendre le miel et de vivre de cet argent. Mais surtout, ils sont conscients que ça pollinise. Donc, c'est très important que l'abeille reste là. Et ils sont conscients aussi que c'est quelque chose de très fragile parce qu'ils ont vu les maladies s'installer. Et donc, ils se sont dit, bon, on va se mettre tous ensemble, hommes, femmes, jeunes et enfants. Vraiment, j'insiste sur le mot enfant, c'est quelque chose qu'on a observé, pour nous pencher au chevet de l'abeille et pour que l'abeille nous apprenne la vie et la systémie. Alors, ce sont des mots qui sont vraiment des mots assez savants, mais c'est les vrais mots que eux ont sortis quand ils ont parlé de cette démarche autour de la sauvegarde de l'abeille. Donc, il y a ce niveau-là, niveau de l'agriculture, mais il y a un autre niveau. Aujourd'hui, nous avons plusieurs jeunes de plusieurs villages qui se sont appropriés un outil qui s'appelle la fresque du climat et ils sont en train de l'adapter pour en faire une fresque marocaine faite par des jeunes ruraux pour pouvoir enseigner à des urbains qu'est-ce que eux vont subir si l'urbanisme et si les urbains continuent dans leur folie. Donc, ces jeunes ont déjà sensibilisé à la fresque du climat 250 enfants. Ils ont pour objectif de sensibiliser 2000 personnes au Maroc sur les changements climatiques. Alors, ces jeunes, ils sont alphabétisés, oui, mais ils ont un niveau scolaire à peu près milieu lycée. Donc, ils sont du monde rural. Ils ont été à l'école du monde rural. Donc, vous voyez, on n'est pas sur un très haut niveau de scolarité. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on est sur un très haut niveau de confiance en eux, ils croient qu'ils sont capables de changer le monde et ils y vont. Donc voilà ce qui se passe quand on accompagne dans une démarche extrêmement horizontale et qu'on est dans une démarche extrêmement humble. Écoutez, Madame Loubna, vous nous avez passionnés avec votre présentation. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui ont été dites. Là, juste à la fin, quand vous dites que, par exemple,
ce projet qui est monté par les jeunes ruraux afin d'adapter la fresque du climat, que j'ai moi-même suivi ici en France. Mais voilà, je constate que vous avez un projet parallèle. Je suis vraiment très agréablement surprise par ce qui se passe sur le terrain. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Paulson, qu'au Maroc, en fait, il y a des potentialités énormes et qui sont là, voilà, elles existent, elles ne demandent qu'à être accompagnées. D'où d'ailleurs votre formule tout à l'heure, ils savent vers où ils veulent aller, ils veulent juste être accompagnés. Je pense que c'est un peu le mindset dans lequel s'installe ce genre de climat d'innovation et de groupe vers des contrats d'alliance. C'est vraiment très intéressant ce que vous avez dit. Vous avez parlé des incubateurs dans le monde rural. L'histoire de la ruche, elle est absolument extraordinaire. Et je pense que c'est du biomimétisme, mais je ne sais pas, est-ce que c'est ça ou pas? Enfin, est-ce que j'oserais la comparaison ou pas? Mais en tout cas, c'est vraiment bluffant. Tout le processus que vous avez expliqué depuis le début, en fait, ça a réveillé une question dans ma tête, c'est qu'il faut, dans tout projet de co-création, dans tout projet d'alliance territoriale, d'abord vérifier les conditions de l'implémentation de ce projet. Je pense que c'est ce que vous avez fait, puisque vous avez fait des tests en amont pour voir comment les gens s'approprient Yennayer, qui est une fête, je veux dire, une fête ancrée dans leur tradition, mais avec laquelle ils ont carrément coupé. Voilà, vous avez vérifié leur prédisposition à épouser ce genre de projet. Je vous félicite. J'ai d'autres questions, je vais vous les poser tout à l'heure, notamment sur comment cette histoire de projet qui se copie, en fait, et ça me ramène à l'effet échelle des expérimentations territoriales. Je vais vous la poser tout à l'heure. Pour le moment, je reviens à Monsieur Eraqi, parce qu'en fait, tout ce que raconte Madame Loubna Mouna, vous n'avez pas parlé du rôle de l'État, mais je pense que vous allez en parler ultérieurement. Comment, d'après vous, Monsieur Eraqi, vous concevez le rôle de l'État dans ce genre d'alliance territoriale? Quel rôle il doit jouer? Comment permettre l'articulation ou la cohérence des initiatives et mécanismes entre top-down et down-tap? Parce que, en fait, les deux doivent s'articuler finalement, c'est ça l'objectif. L'une n'exclut pas l'autre, mais on est appelé à articuler ce genre de dynamique. À partir de votre explication de la gouvernance des territoires, comment voyez-vous cette articulation? Merci. Euh, Et je rappelle aussi l'articula- pour une deuxième fois que vous êtes membre de l'association Terga. J'aurais plein de questions sur les projets Terga, mais je me limite pour le moment à cette question. oui, je pense que de plus en plus, l'État, et notamment à travers vos modèles de développement, qu'il y a on- qu'il y a commence à prendre conscience du fait de ces territoires construits, comme je disais tout à l'heure, par le bas. Euh, il n'y a qu'à voir justement que euh, dans un nouveau modèle de développement, on retrouve la place à donner au douar. Le douar, les expériences menées dans les douars sont mises en relief et le douar on se doit de faire remonter, de faire remonter vers les communes justement les demandes des douars, les expériences des douars, chose ce qui a été dit tout à l'heure, est essentiel si on veut mener une action publique cohérente. Donc cet aspect, je dirais, du bas vers le haut et du haut vers le bas, mais la question, par exemple, si on prend le douar, la question qui reste, c'est quelle institutionnalisation? Est-ce que on s'arrête à un niveau de remonter des données, remonter des expériences vers la commune, et puis l'État doit aider pour trouver les solutions ou pour financer des solutions, mais quelle est la place du citoyen, je veux dire, du douar
est-ce qu'il a des droits et des devoirs? Est-ce qu'il peut former, je dirais, une collectivité au sens institutionnel? Ça, c'est un aspect qui me paraît, ça a beaucoup été discuté justement, aussi bien à Tsarga que depuis très longtemps parmi les ruralistes. C'est un élément qui est important à retenir. L'autre, je dirais, lieu où on retrouve cette fonctionnalité, mais là maintenant, elle est beaucoup plus, je dirais, liée à développement économique. J'ai parlé tout à l'heure des aires métropolitaines, ce sont des aires où la ville-centre s'étale par les délocalisations, par délocalisation industrielle, par le relogement des bidonvillois en périphérie, par le développement de l'habitat non réglementaire, par les résidences fermées des cadres supérieurs aussi qui vont vers cet extérieur. Et ça nous forme des territoires qui sont fonctionnels, mais pour lesquels l'État, jusqu'à présent, n'a pas trouvé de solution dans leur gestion. Leur gestion politique pose un très très gros problème parce que ce sont des territoires qui sont très fragmentés. Autour de Casablanca, c'est plus de 18 à 20 communes qui sont concernées et on a l'absence d'un acteur fédérateur, coordination de l'action. Et cet aspect-là, justement, par rapport au nouveau modèle de développement, je vais revenir là-dessus, qui nous dit il nous faut une entité de coordination, mais c'est quel type d'entité? Est-ce que c'est une entité, je dirais, qui émane du central? Est-ce que c'est une entité qui émane des collectivités? Donc, c'est comme sont des choses qui jusqu'à présent ne sont pas réglées. Et par rapport à cette question justement des aires métropolitaines qui sont à mon avis trop importantes pour qu'on passe dessus, je vais peut-être en parler plus précisément tout à l'heure, mais c'est important que de dire que parfois l'État se trouve un peu dépourvu par rapport à la nécessité d'une action collective menée sur un territoire. Monsieur Iraqi, Oui, on vous entend plus. oui, bah, Ah oui, vous je avez m'arrêtais fini. là, Autant je pour moi. m'arrêtais là et je disais que je pourrais reprendre cette question tout à l'heure. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Ce sont des éclairages très intéressants, en tout cas du côté État, sur aussi la possibilité de rentrer dans ce mindset, peut-être légiférer, hein, légiférer ces nouveaux contrats territoriaux, ces nouvelles alliances. Est-ce qu'il y a possibilité de le faire? En tout cas, plusieurs pays commencent à le faire pour, voilà, pour consacrer ces espaces d'expérimentation et pouvoir par la suite les dupliquer. Je passe tout de suite à Monsieur Lex Paulson. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il est toujours avec nous? Euh, Oui. oui, vous êtes toujours. Alors, je sais que vous avez un engagement. Est-ce que je peux abuser en vous posant une autre question? Oui, mon équipe m'attend, mais je vous écoute. Très brièvement, alors en quelques minutes, les méthodes d'intelligence collective que nous avez expliquées tout à l'heure, qui sont très intéressantes, moi je suis très intriguée de savoir, est-ce que ces méthodes-là forment aussi à la possibilité de l'échec? Oui, en fait, c'est fondamental. Et on parle de trois piliers de mindset intelligence collective. Le pilier qui est collaboration, donc il faut avoir une empathie, il faut vouloir collaborer avec les autres. Un pilier qui est scientifique, c'est-à-dire on voudrait chercher de savoir qu'est-ce qui marche pas sur les bases empiriques. Et le troisième qui est entrepreneurial,
d'être proactif, de porter une idée, de concevoir, de oser. Et ces deuxième et troisième piliers sont être chercheur et être entrepreneur, on rencontre beaucoup plus souvent l'échec que la réussite. Et donc, pour pouvoir être un bon chercheur ou un bon entrepreneur, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques et il faut avoir une humilité, c'est-à-dire que je vais échouer, sûrement, je vais faire des grandes erreurs 3 fois avant de faire un quatrième effort qui va réussir. Et je crois au Maroc, ce que j'ai trouvé sur le terrain, ce que mes amis marocains me disent, c'est un grand problème au Maroc. Cette peur d'échec, cette peur, c'est parce qu'il y avait aussi cet aspect réputationnel. Si on fait un mauvais pas, les autres nous regardent mal. Et donc, cette prise d'initiative et prise de risque est difficile dans la culture traditionnelle marocaine. Pour certains, pas pour tous, mais pour certains. C'est ça que j'avais entendu de mes amis marocains. Et du coup, je crois que la formation, on ne peut pas juste dire à quelqu'un, oui, il faut prendre le risque. Il faut créer un espace de sécurité, un espace de psychologie, de sécurité psychologique pour pouvoir tenter, pour pouvoir oser, pour pouvoir commencer à expérimenter pour soi-même ce qui est un risque intelligent. Pas des risques aléatoires, mais des risques intelligents pour tester quelque chose. Oui, je ne suis pas sûr que ce modèle de parc ou ce modèle de carpool ou de transport commun va marcher, mais je vais piloter quelque chose pour tester. En sachant que probablement ça ne va pas réussir à 100%, mais c'est une opportunité à apprendre. Et c'est ça qui est la leçon fondamentale. L'échec, c'est la plus grande opportunité pour apprendre. Et on ne peut pas réussir sans avoir appris de nos échecs. Donc voilà, je crois que l'échec est pour la science et pour les projets est un aspect incontournable. Très bien, bah, on mesure tout le challenge de l'initiative, de former les gens à l'échec, mais c'est très bien parce que ce sont des projets territoriaux qui ne sont pas tous voués à réussir et on est toujours, je rappelle, dans le domaine de l'expérimentation. C'est très important à souligner dans tout projet d'innovation territoriale. On vous laisse aller à vos engagements, Monsieur Paulson. À très bientôt. On a été très content de vous avoir et bon courage. Merci beaucoup. Alors, Monsieur André Fortin, je me tourne vers vous après votre parole tout à l'heure sur les cartes de la co-construction. Comment vous, à partir du Canada, vous voyez ou vous envisagez des pistes de travail en commun entre le Nord et le Sud? Vous savez, on est loin, Canada, Maroc, donc les espaces géographiques sont loin. On est en train de parler de problématiques territoriales qui sont spécifiques au niveau micro. Est-ce que pour vous, il y a moyen de tisser, d'essaimer peut-être des projets territoriaux entre le Nord et le Sud? Tout à fait. Et j'espère davantage. Je crois beaucoup à l'intervention dans la francophonie. C'est pour ça aussi que j'ai l'idée de produire des guides pratiques. J'en avais fait un en 2018 sur la notion d'impact, en 2021 sur la co-création et là, le prochain sera sur la complexité. Toujours dans cette optique de tisser des ponts, je crois beaucoup au savoir-faire locaux. Vous avez parlé, tu sais, de la forme de délibération marocaine. Chez nous, peut-être un élément, c'est les modes de concertation, qui est le modèle québécois, beaucoup basé sur la concertation des acteurs. Je vois une super belle hybridité entre la délibération marocaine et la concertation québécoise. Imaginez le modèle que ça pourrait donner. Et ces modèles-là, je crois beaucoup à l'importance de les formaliser, de les décrire. Souvent, on utilise des approches, mais ça reste dans nos têtes. Et dès qu'on les formalise, qu'on les partage dans des documents ou dans des vidéos, ça peut inspirer les autres et ça vient aussi valoriser des fois des pratiques existantes qui sont latentes ou qui sont peu connues. Donc, je crois beaucoup à la pédagogie de l'exemple quand on peut dire, ben, voici comment on est intervenu sur un territoire, voici ça a été quoi notre approche, la démarche qu'on a utilisée, les outils, les témoignages qu'on a récoltés.
ça l'amène à beaucoup des fois des pouvoirs publics à se disant, ça les rassure en tout cas, à dire, ah, OK, ben, donc ça peut inciter à se lancer dans le voyage, dans l'expérimentation. Et ben moi, je veux redonner beaucoup justement ce pouvoir-là aux acteurs. Des fois, les acteurs des fois, ils ont une humilité, ils n'osent pas, ils disent, ah, ben, je sais peu de choses. Non, non, tu sais beaucoup de choses. Je peux comprendre, c'est des fois difficile d'écrire sur soi, sur nos pratiques. Moi, je fais beaucoup d'accompagnement pour dire, OK, mais je vais te faire des entrevues avec toi, puis moi, je vais écrire un document à partir de tes connaissances ou ton expertise. Et ça, les gens sont confortables d'être là-dedans. Fait que vivement un modèle hybride québéco-marocain, je pense que ça serait un modèle qui pourrait très bien cartonner et inspirer plein d'autres pays de la francophonie. En tout cas, votre parole est entendue. J'ai bien noté la nécessité d'aller dans ce genre d'hybridation. On est sur des discussions au niveau territorial et je pense qu'un des objectifs, c'est de passer à l'échelle. C'est ma question pour vous, Madame Loubna Mouna. Comment essaimer autour d'une expérimentation réussie, peut-être la vôtre? Comment passer du local, peut-être au national, peut-être à l'international? Merci Nadia. Eh ben, écoutez, comment essaimer? C'est en comprenant les mécanismes qui se mettent en place et ça, il n'y a pas d'autre moyen que de faire de la recherche sur ce qui se passe pendant que ça se fait et de faire de la recherche-action. Donc, dans toute notre démarche, nous, on a impliqué le monde scientifique. Et une des premières choses qu'on a faites en impliquant le monde scientifique, c'est d'abord de le rapprocher pour qu'ils comprennent à se parler ensemble avant d'essayer de rendre, en fait, de remettre en thèse les expérimentations territoriales pour pouvoir ensuite les enseigner à plusieurs échelles et pour pouvoir diffuser, pas qu'à l'échelle nationale, mais vraiment à une échelle vraiment de recherche. Et on a ramené ces chercheurs des universités dans les territoires pour qu'ils fassent tomber le tabou de l'a priori. On leur a demandé à eux de faire l'effort d'expliquer leur science à des gens des territoires avant pour pouvoir créer cette alliance entre ces deux mondes, le monde des territoires et le monde de la recherche, avant de passer à cette étape-là de recherche-action. Et ça a donné un magnifique résultat, ce qu'on a appelé les halqa scientifiques, en tout cas ce que les scientifiques ont appelé les halqa scientifiques. Donc ce sont des espèces d'agora où les scientifiques vont mettre des mots simples, des mots compréhensibles sur des thèmes extrêmement scientifiques. Et à partir du moment où l'alliance se fait, il est possible de remettre en place des mécanismes de recherche-action. Donc là, les jeunes sont impliqués dans l'observation des changements à différents niveaux. Donc ça peut être effectivement observer l'entrepreneuriat, donc les dynamiques entrepreneuriales dans le monde rural. Ça peut être aussi observer les changements systémiques. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau des écosystèmes, notamment ce qui concerne la biodiversité, les problématiques de l'eau. Regardez ce qui se passe quand on travaille, on fait une approche agricole différemment. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'utilisation de l'eau, la gestion des déchets, plein de sujets où les gens se mettent à créer différemment, à expérimenter différemment dans les territoires. Tous ces sujets-là doivent être observés, accompagnés par le monde scientifique pour remettre en théorie ce qui ce qui s'exerce en pratique dans les territoires. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Alors ce qui est génial dans cette manière de faire, c'est que ensuite l'essaimage se fait très très rapidement parce qu'à partir d'une théorie qui elle est mise en forme, on arrive à remettre de la formation pour d'autres communautés sous forme alors ça peut être sous forme de masterclass, ça peut être sous forme de vrais programmes de formation des praticiens des territoires, comme ça peut être de la formation pour les institutionnels, pour les gens qui pensent les programmes de développement. Alors, au niveau national et puis surtout au niveau international. Parce que nous, ce qu'on observe, c'est que les grands programmes qui sont pensés au niveau international sont difficilement, ils sont quasiment inintelligibles pour les gens des territoires. Donc, qu'on puisse ramener
de cette expérimentation des théories et des formations pour les gens qui pensent le développement. Voilà une manière pour nous de pouvoir essaimer des solutions intelligentes. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ces pistes. Le temps presse. Et là, il me reste la dernière question pour boucler le plan. Je vous laisse y répondre en même pas une minute. Faut-il un modèle marocain? Donc, la parole est libre sur les trois intervenants. Vraiment en une minute avant de prendre quelques questions du public qui sont vraiment très nombreuses. Je vais devoir faire le tri. Voilà. Donc, faut-il un modèle marocain, Monsieur Iraqi, en matière C'est d'alliance territoriale? c'est très difficile de parler de modèle marocain parce qu'on est encore dans le stade, je dirais, de l'expérimentation. Vraiment. Euh, Parce que jusqu'à présent, je dirais, les grands défis qu'on a à relever, ce sont justement des territoires qui ne sont pas institutionnalisés, qui sont fragmentés ou qui n'ont pas de représentation et qui posent un problème de comment l'État doit les prendre en charge et quelle structure de gouvernance on doit mettre en place. Et ça, ce sont des questions, je dirais, c'est très difficile de je dirais, d'aller dès maintenant parler de, de modèles. On est vraiment dans, dans de l'expérimentation qu'il faut rechercher, dans la mesure où le plus gros problème, là, c'est celui du leadership. Tout à l'heure, on a parlé de leadership fermé, ouvert. Le problème du leadership au Maroc se pose entre leadership entre le maire et le wali, entre le maire d'une ville-centre et les petites villes autour, etc. La question du leadership, je pense elle est centrale dans tout ce qui peut se construire autour du territoire. Voilà. Très bien. Ça nous ramène à la question fondamentale, celle que l'État doit clarifier sa position, son rôle dans ces alliances territoriales. Et que c'est Tout à vrai, fait. on est à un stade assez précoce pour pouvoir parler d'un modèle marocain, mais tout de même, quand on parle de modèle, c'est vraiment un modèle d'alliance au niveau de sa structure, de sa composition et des chemins parcourus par cette alliance-là. André Fortin. Moi, je pense que oui, il faut qu'il y ait la construction d'un modèle marocain. Comme je disais, un modèle, c'est toujours quelque chose en émergence. Ça finit par s'ancrer au fil des expérimentations. Il n'y a pas d'autre façon. Je veux dire, c'est un modèle qui n'est pas parfait. C'est avec le temps qui évolue. Fait que je pense que, tu sais, la dimension en innovation aussi, quand c'est quelque chose qui est construit par les différents acteurs qui ont participé, ça favorise l'adhésion. Donc, si on prend un modèle qui vient d'ailleurs, on aura toujours dit, ah, mais c'est pas toujours représentatif de ce qu'on vit ici. Fait que c'est pour ça que moi, je crois à construire un modèle qui nous est propre en s'inspirant de ce qui se fait ailleurs aussi. Je ne dis pas qu'on va complètement réinventer la roue, mais on va donner notre culture, une saveur plus locale. Et ça, je crois à ça. C'est ce qui va faire que le modèle le passage à l'action va être facilité si on est capable de se représenter ou de dire, ah ouais, je m'y reconnais dans ce modèle-là. Très bien. Madame Lounabouna? Je pense que la réponse est évidente, bien entendu, qu'il faut un modèle marocain. Et moi, je dirais même plus, il faut des modèles marocains. On n'a pas le choix si on veut construire un modèle qui fonctionne correctement en ayant l'implication de tous les gens qui font le Maroc. Et aujourd'hui, il faut d'autant plus capitaliser sur un savoir-faire marocain qui lui est ancestral. Vous parliez tout à l'heure de Touisa, la démocratie participative, la gestion du vivre ensemble. Il y a un savoir-faire marocain qui est déjà là. Aujourd'hui, aller copier des modèles qui sont des modèles d'autres communautés ou d'autres pays, et de toute manière, se priver d'une richesse, d'un modèle et d'un savoir-faire que nous, on a depuis des millénaires. Donc moi, je pense qu'il faut partir de ce qui nous sommes profondément, expérimenter, tester, mais dans une approche qui est une vraie approche où tout le monde est acteur au même niveau. Vous parliez de l'État.
Moi, l'État, il y a plusieurs niveaux. Il y a les institutions de proximité qui, elles, sont de vrais acteurs qui devraient être dans la même démarche de co-construction de ces alliances territoriales. Et puis, un niveau beaucoup plus stratégique qui est beaucoup plus global sur, effectivement, les aspects juridiques, les aspects d'accompagnement, les aspects financiers. Donc, toutes ces démarches-là, tout ce niveau-là qui est un petit peu plus haut. Mais au niveau des territoires, pour moi, il faut un modèle d'alliance territoriale construit sur ce qu'est le Maroc et ce que c'est qu'être marocain. Très bien. Ben, merci beaucoup. Là, j'ai juste le temps de prendre deux questions du public. Il y a d'abord une question que je vous pose à tous les trois. Comment financer les alliances territoriales? Et oui, comment financer les alliances? On n'a pas abordé la question du financement, hein. Quelles sont vos pistes? Et puis une deuxième question qui, elle, concerne le monde de l'entreprise, hein, sur lequel on n'a pas beaucoup parlé. Alors on sait que le territoire est très complexe et pour y intervenir, il faut une fédération et beaucoup d'acteurs et une démarche d'intelligence collective. À côté, il y a des entreprises privées ou publiques qui jouent un rôle important. La question est dans le cadre de la RSE, comment peut-on orienter ces entreprises et aller vers un engagement territorial? Qui veut répondre en premier? Oui, moi je voudrais juste dire deux mots sur ces questions d'alliances où on les retrouve beaucoup au Maroc. Et là, moi je parle beaucoup d'institutionnels, c'est-à-dire de collectivités territoriales qui se mettent ensemble, notamment à travers les établissements de coopération intercommunaux. Si on veut, normalement, ce sont des collectivités territoriales qui se mettent ensemble pour faire des actions autour des déchets, du transport, etc. Les expériences qu'on a de ces établissements, c'est que, bon, ça ne marche pas parce que le financement, justement, il n'y a pas de levier de financement de l'État. Alors que normalement, pour que des collectivités territoriales se mettent ensemble, il faut qu'il y ait, je dirais, c'est ce qui se fait ailleurs, la carotte, qui est justement, si vous vous mettez ensemble, l'État donne tant, etc. Et au Maroc, les établissements, justement, opérations intercommunaux ne bénéficient pas de ce financement, alors qu'ils devraient l'être. Et, je dirais, cette, je dirais, l'action levier est essentielle par les finances. Parce que ça, c'est un aspect central. Très bien. J'ajouterais peut-être un élément. C'est sûr que la dimension, le financement est différent chez nous au Canada, mais de ce que j'ai vu dans des dynamiques territoriales qui est facilitant, c'est le fait de réunir justement une diversité de parties prenantes. Puis il y a des gens qui vont arriver au début dans cette démarche-là, un peu, ils viennent observer, puis après ils prennent goût, puis ils jouent des rôles de plus en plus grands. Et ça rouvre aussi, je trouve, à l'accès du financement, parce que des gens, moi j'ai vu des entreprises participer à des dynamiques de lab, puis dire, ah ben nous, on pourrait collaborer financièrement à ce lab-là une fois qu'on y a goûté, une fois qu'on a vu les résultats, ou une fois qu'on a vu la dynamique s'installer. Fait que ça, c'est une piste intéressante. Et chez nous, on voit une tendance importante aussi de la part notamment des fondations qui disent, ben, ah, c'est intéressant, je préfère financer une dynamique collaborative que de financer plein d'initiatives individuelles. Si je m'intéresse à la question de l'impact, ben, si je mets 100 000 euros dans une démarche collective, j'ai plus de chances qu'elle réussisse que de donner ça à des entreprises ou des organisations indépendantes. Fait que de plus en plus, le financement va avoir une dynamique collaborative qui, en tout cas, qu'on voit s'installer chez nous. Il y a moins de risques à financer justement une initiative où il y a plusieurs joueurs d'impliquer que seulement une initiative qui serait locale où il y a juste 2, 3 acteurs. C'est ce que je pourrais dire. Alors, si vous permettez, je vais répondre à deux niveaux. Au fait, le financement est un problème, et non pas parce que il n'y a pas d'argent, mais parce que le financement, il est, de ce que je vois, il ne fait pas toujours sens dans les territoires. C'est-à-dire qu'on finance des projets qui sont des projets en top-down
et qui correspondent rarement aux vrais problèmes des territoires. Donc, on se retrouve avec des gens qui se mettent à retravailler les problématiques pour qu'ils s'adaptent à l'argent qui lui est donné quand cette solution est appliquée. Et ça devient un vrai souci. Et ça déstructure le développement du territoire. L'argent est une clé si cet argent répond à une question qui fait vraiment sens. Comment créer une vraie dynamique et une vraie alliance territoriale qui soit une alliance qui amène un vrai développement de l'humain au sein de son territoire et non pas une alliance qui ramène, qui implémente une solution pensée en centrale. Donc ça, je vais répondre aussi, si tu permets, Nadia, à la seconde question des entreprises. Les entreprises, pour nous, c'est plus qu'un enjeu, puisque on est sur qui dit territoire, dit citoyen. Le citoyen est le premier client en général de ces entreprises. Donc, recréer dans le cadre d'une RSE qui va, elle, accompagner ces dynamiques territoriales est fondamentale. Je vais revenir à ce projet d'abeilles. Aujourd'hui, sur le programme d'abeilles, on met en parallèle, on met en place un programme d'accompagnement des entreprises sur leurs problématiques de gestion entrepreneuriale. Donc, ça peut être des problèmes de leadership, ça peut être des problèmes de gestion de carrière à partir de l'observation de la ruche. Et ce sont des ruraux qui le font en mode conseil pour l'entreprise, en contrepartie d'un flux effectivement, il y a un flux financier, mais il n'y a pas que le flux financier, il y a aussi le flux de venir dans le territoire, visiter, consommer sur place et créer, aller enrichir la filière d'écotourisme dans les territoires. Il faut créer des flux gagnant-gagnant entre le monde des entreprises et le monde des territoires. Merci beaucoup, Madame Lubna Bouna. Je suis dans le regret de terminer ce webinaire. La discussion a été très intéressante, passionnante. On a passé un très bon moment de partage, mais bon, le temps nous presse et il faut finir. Je vous remercie tous les trois, Monsieur Aziz Iraqi, Monsieur André Fortin, Madame Lubna Bouna, et j'oublie pas Alex Paulson qui est parti avant pour ses engagements. Vos interventions ont été très éclairantes sur le thème des alliances territoriales. Alors, on en sort avec beaucoup de conclusions hein, qui sont nombreuses. D'abord, que c'est des alliances qui sont réelles sur le terrain, même si elles ne portent pas le mot alliance institutionnalisée. Qu'il faut peut-être cheminer vers l'institutionnalisation, comme vous avez dit, Monsieur Aziz Iraqi. Essayer de voir qu'est-ce qu'on peut récupérer pour les déployer ailleurs, ou en tout cas pour que ça serve, que ça nourrisse les stratégies nationales. Il faut aussi voir cette gouvernance des alliances territoriales, comme vous avez très très bien expliqué, clarifier le rôle de l'État dedans, clarifier les notions de territoire. Est-ce que c'est des territoires de projet, des projets de territoire, des territoires provinces, des territoires institutionnels? Et puis, comme vous avez dit, Monsieur André Fortin, d'une co-création horizontale basée sur un mindset, le même mindset en fait, pas des hiérarchies, basée sur la confiance qui est très importante dans ce genre de groupe de travail et qui est tournée vers un objectif commun avec, je retiens votre proposition d'instaurer une collaboration étroite entre le Canada et le Maroc pour débroussailler cette question de consultation et de délibération marocaine et consultation canadienne. Je retiens aussi les idées qui ont été expliquées par Monsieur Paulson en matière d'intelligence collective, le projet qu'il a très très gracieusement piloté sur l'employabilité des jeunes et comment résoudre les problématiques publiques, qui constitue aussi un exemple pour notre webinaire. Je vous remercie tous. Je remercie notre public qui est très, très, très nombreux d'ailleurs. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de nos webinaires Parlant Territoire et puis je vous souhaite bonne soirée.